Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis en studio pour vous présenter ça. C'est une Alpine A390 Beta, un concept car qui nous montre un petit peu le futur de ce qui va arriver chez Alpine, des voitures 100% électriques et surtout des voitures un petit peu plus grosses également. Ce ne sera plus forcément des deux places. On va découvrir très prochainement sur les routes de Palma de Majorque la nouvelle A290. J'ai très hâte de vous l'essayer. Mais là, je vais vous emmener avec les personnes qui s'occupent du design et de tout ce qui est de cette voiture, qui vont vous en parler un petit peu plus parce qu'on n'a pas le droit de vous dire grand chose et ça arrivera l'année prochaine normalement. On m'a donné 2-3 infos qu'en gros, ce sera présenté la version finale en 2025 et quasiment fin 2025, vous pourrez sûrement la découvrir chez votre concessionnaire. C'est parti, on va inviter deux personnes, l'une après l'autre, qui vont parler d'abord de l'extérieur, ensuite des caractéristiques un peu plus techniques de cette voiture. Alors, on va commencer, je suis avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Toi, tu t'occupes donc de ce que je lis ici, Advanced Design Chief Designer. Exactement, ça fait beaucoup, mais en fait, au sein de l'équipe Alpine, on a une section juste pour les show cars, concept cars et les voitures sur lesquelles on va travailler en amont. Donc la partie fun, on va dire. D'accord, donc ça, là, ici par exemple, on a du fun. Ça, c'est une vraie show car. Exactement. Donc qui s'appelle là, écrit là-bas, A390 Beta. Pourquoi Beta à chaque fois? Alors Beta, c'est la version qui précède la version finale. Un peu dans la recherche un peu informatique. Donc on est sur un show car qui préfigure le modèle de série qui arrivera en 2025. D'accord, donc là, de ce qu'on peut voir, alors on a le bleu Alpine, ça c'est assez reconnaissable, on va dire. Qu'est-ce qui préfigure un petit peu ce qui va arriver sur la A390 au final, puisqu'on a eu la A290 Beta, on essaye très prochainement la A290. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce qui va arriver et pourquoi vous avez fait ce design ou comment tu t'es lâché, comment tu t'es fait plaisir pour justement tout ça? Alors, ce n'était pas forcément un challenge assez simple, mais l'idée était de pouvoir prendre l'actuelle A110 et puis l'étirer, la faire un peu grandir, lui donner des proportions plus musclées pour recevoir 5 personnes à l'intérieur. Donc un cahier des charges bien défini. Et puis sur les voitures électriques, on sait qu'aujourd'hui, l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Donc il faut travailler l'efficience aéro. Et c'est ce qu'on a fait. La première chose qui frappe quand on la voit, c'est son passage d'air ici, sous le capot. Donc il va nous permettre de donner plus d'appui aéro. Ensuite, on a tout ce qui est cooling sur la partie avant qui est un peu perforé. Donc le fait d'avoir un véhicule électrique, on a besoin de moins refroidir les radiateurs. Et ça va aider l'aérodynamisme à couler sur le bord de la voiture. Et donc on retrouve ces deux grosses écopes latérales qui vont débourrer l'air au niveau des roues. Donc ça souvent c'est ce qu'on appelle les rideaux d'air souvent pour amener l'air sur le côté. Donc ça on le voit sur quasiment toutes les voitures, ça joue aussi sur la pénétration dans l'air sur le CX. Alors ça par contre, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra retrouver par exemple sur la version de série? Cette petite entrée d'air ici? On aura bien ça sur la voiture de série. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle, j'aime bien. Enfin, ça fait un peu plus sportif aussi. C'est aérien, c'est léger. On sait qu'Alpine, il faut travailler la légèreté. Et donc ça, c'est des petites choses qu'on aime chez nous. Et, la signature lumineuse aussi était très importante. On a imaginé ça comme une aile d'avion qui vient couper les deux parties. Et puis, on retrouve les 4 phares typiques de l'Alpine A110. Donc ça, en gros, ce seraient les deux centraux? Oui, les anti-brouillard, ceux de course. Et puis ici, là, plus de lumière qui vient directement du show car Alpenglow qu'on a présenté l'année dernière. D'accord, que j'ai vu rouler aux 24 heures du Mans. Exactement. D'ailleurs, qu'on avait vu traverser le Mans pour les plus grands fans, qui sonnait très bien d'ailleurs. Eh bien, qui sonnera mieux à partir de la semaine prochaine, puisqu'on la présente avec un V6 de 740 chevaux. D'accord. Là, ça va être toujours à hydrogène, un vrai missile. Ça, c'est plutôt cool. Et là, par contre, pas d'hydrogène, tout ça? Non, non, 100% EV. Pour nous, c'est dans ce domaine-là la meilleure solution technique pour cette voiture. Ok, ça on en reparlera juste après avec Fabrice pour tout ce qui sera batterie, châssis, etc. Là, par exemple, ici, je vois là, cette ligne en plein centre, donc ça rappelle un petit peu l'Alpine également. Est-ce que ça, ce sera présent, par exemple, à l'avenir également sur la vraie voiture définitive ou c'est juste question de style où on pourra vraiment Alors ça sera réinterprété. On a toujours cette arête centrale qui est très distinctive de nos véhicules. On le retrouve sur tous
toute la gamme, donc D'accord. il y aura quelque chose de similaire. Ok, et là par exemple, donc, je vois le Alpine qui est éclairé. Il y a de plus en plus de marques qui éclairent les logos, qui éclairent un petit peu tout. Est-ce que ça aussi, à l'avant comme à l'arrière, ça peut être quelque chose que vous allez utiliser sur les nouvelles voitures? Alors sur l'arrière, on l'aura illuminé comme, on vous le présente aujourd'hui. Ok. Sur l'avant, en revanche, on aura l'écriture, mais sans la partie illuminée. D'accord. Ok. Bon, sur l'avant, c'est quand même assez stylé. Une avant en pointe comme ça. Ouais, ça c'est vraiment typique de nos Alpines. Ok. On a en tête la 110 de l'époque, la 310 qui avait ce museau en V. C'est une flèche et donc un peu comme le logo, on retrouve la même flèche. Ça nous donne, voilà, ça nous projette dans le futur. Ok. Et donc là, on peut le voir ici. Par exemple, là de ce côté-là. Donc on l'a vu sur la 290 avec le Alpine, alors, qui pour moi pourrait être du mauvais sens. Et vous avez utilisé la flèche pour que la flèche aille toujours vers l'avant. Jean Redley, le créateur, disait toujours la flèche, c'est toujours en avant. Et ça, on retrouve la même chose sur des chaussures comme Nike, par exemple, sur différents logos où de chaque côté, et on a toujours le même sens. Ok, caméraman, regarde, viens voir pour montrer ça aux gens, donc de ce côté-là. Et là, il est éclairé. Alors, j'avoue que ça, c'est super stylé. Est-ce qu'on a le droit dans la réglementation d'avoir un logo éclairé sur le côté? Il faut être malin, mais on peut obtenir des choses similaires. Ok. Là, même des centres de roues éclairés. Alors ça fait un petit peu tuning, oui, mais c'est vrai que ça peut être très stylé. Là, c'est surtout pour lancer le discours, le thème du torque vectoring, qui est un élément technique très novateur sur cette voiture. Et donc, on a juste voulu le souligner pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ok, et le design des jantes, là par exemple, donc de ce qu'on voit ici, est-ce que ça va ressembler un petit peu? Alors c'est forme un petit peu différente. C'est inspiré du flocon de neige, tout simplement. Les flocons de neige, parce que nous on est dans le monde de la montagne, Alpine c'est les Alpes, et on prend des références comme celle-ci. Donc d'où d'ailleurs le flasque aéro semi-transparent qui laisse entrevoir derrière les parties techniques. Et les branches, elles sont usinées dans la masse, dans un bloc d'aluminium. Donc les minéraux, c'est aussi évocateur de montagne. Et le flocon de neige a une structure qui est idéale parce qu'elle est à la fois résistante et super légère. Donc c'est pour ça que ça nous donne des bonnes impulsions pour créer et dessiner des jantes. Ok, regarde, viens donc caméraman, montrer ça au public également. C'est un petit bijou, hein. La mécanique et nous on trouve ça tellement beau qu'on… Ok, et donc et ces parties tu me dis qu'elles seront peut-être un peu transparentes ou ce sera plus visible sur l'intérieur? Oui, elles ne seront pas transparentes sur la voiture de production, mais le principe aéro est le même. Donc, il y a des petits trucs comme ça aussi. Alors ça, j'aime bien, tu vois, parler un petit peu des détails au niveau des arches de roue. Là, ça fait une sorte de A. Exactement. C'était voulu. Oui. Pour ça. Ça fonctionne apparemment. Ok. Ouais, c'est atypique, mais c'est une belle signature aussi. Ok, là on a des petits rétros hyper design. Je suppose que dans la réalité, on aura des rétros traditionnels. Exactement. Ça, c'est une recette un peu de chocard. On aime la rendre la plus pure possible, minimaliste. Donc, c'est quelque chose qu'on verra dans les prochaines générations arriver. Ok. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça aussi. Alors là, c'est assez incroyable. Merci, on s'en approche vraiment à la caméra. Avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge éclairé sur un petit aileron comme ça. Ça me rappelle un petit peu ce que Ferrari avait fait à l'époque sur la 599 XX. C'est vrai, les winglets. Ouais. Exactement. C'est propre au monde du racing et aujourd'hui Alpine, on est présent en Formule 1, au WEC, donc tous ces petits éléments, on aime les prendre et les positionner sur nos véhicules. Comme par exemple la dérive centrale arrière, qui a un clin d'œil à la fois à la 110 Le Mans et aussi aux voitures du Mans. Ok, effectivement. Et sans aileron? Sans aileron, parce que la nécessité aérodynamique d'un véhicule électrique n'est pas la même. On n'a pas besoin d'avoir énormément de downforce, puisqu'on a déjà le poids des batteries dessous. Mais par contre, on a besoin de réduire le drag, parce que c'est le coefficient de traînée. Et donc pour ça, on a équipé ce chocard d'un système unique où le feu et le diffuseur reculent. On va pouvoir le voir après. Ok. Alors, juste un petit truc, si tu peux filmer un peu plus la voiture que juste nous, ce serait cool. Et tu vois, même quand on parlait des détails, tu vois, plutôt que je te dise viens filmer à chaque fois. Si on ne voit pas, c'est pas grave. C'est pas très grave, comme on disait au début, parce qu'en fait, là, tu me filmes beaucoup et tu vois, tu filmes un écran noir. Si c'est possible, tu vois, quand il me parle, de te mettre plus par là, ça filme plus la voiture. Top, merci. Attends, on va basculer de l'autre côté, on va aller parler du toit, qui est la 110. Et si on se redirige un petit peu de l'autre côté, comme ça, ça fera un petit peu plus d'espace, on peut voir que ça ressemble quand même pas mal
à une Alpine que vous avez sortie, qui est revenue dans le style Alpine, avec ce côté bombé. Et j'ai l'impression que si on la coupait là, sur toute la taille de la voiture, ça donnerait le côté un petit peu à 110. Exactement, bien vu, parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. En plus, on l'a travaillé comme une goutte d'eau, donc la transparence, on sait qu'une goutte d'eau, c'est le meilleur coefficient aérodynamique. Et donc, on s'est permis de faire ça. Donc, le clin d'œil et toute cette partie-là est vraiment inspirée de la 110, mais de manière plus étirée, plus grande. Et la partie de dessous est beaucoup plus futuriste. Donc, il y a un contraste entre héritage et modernité. Ok, et là pareil, on peut voir au niveau de cette ligne, là c'est une ligne qui est un petit peu sur la 110, ça aussi il me semble de mémoire. Mais retraitée de manière plus moderne et surtout plus sculptée. On sait que la légèreté visuelle elle est importante, donc qu'est-ce qu'on vient faire? On se permet de sculpter la carrosserie pour avoir des modelés très soft mais avec des lignes bien tendues. Ok, bon, c'est vrai que là on a vraiment l'impression, si on la prend de loin, qu'on coupe ça, même au niveau de l'arche avant, etc., là tout ça, ça y ressemble beaucoup. Ok. On a un empattement qui est plus long, donc tu me disais, cette voiture, à la base, sur le concept, on s'est dit on va se faire quelque chose d'assez long. On voulait mettre 5 personnes dedans, exactement. Ce que j'ai cru comprendre. Oui. Et donc, la 390, ce sera une 5 places, voiture familiale presque. Presque familiale, mais sans perdre son côté sportif. Okay. Donc là, ça va être vraiment la dualité à l'intérieur, à la fois représentée par la partie blanche, le confort à bord, et puis le cockpit très sportif pour la conduite ultra sport. Ok. Et donc, certains disaient, on s'attendait à une sorte de SUV électrique. Mais tout à l'heure, on m'a dit, tu dis pas ça, Nico, c'est pas un SUV, ça s'appelle un sport fastback. Un sport fastback. Exactement. Qu'est-ce que c'est un sport fastback? Eh bien, les trois mots expliquent tout. Côté sportif, donc on sait que SUV, c'est Sport Utility Vehicle. Eh bien, nous, on n'est pas dans le Utility Vehicle, on est dans le côté coupé. Et donc, fastback, ça veut dire un arrière élancé et super aérodynamique. Les fastback, c'est souvent cette longue vitre qui vient jusqu'à l'arrière. Qui chute vers l'arrière. Voilà, on n'a pas quelque chose de très roomy, avec beaucoup d'espace. C'est vraiment un meilleur compromis entre habitabilité et performance aéro. Ok. Et sur l'arrière, donc on peut voir un petit peu l'arrière, parce que l'arrière est très joli. Alors franchement, si un jour vous arrivez à me faire ça là, une sorte de Alpine qui ressort avec un petit flottement comme ça, avec le côté LED qui vient transparaître sur la fin, ce serait juste incroyable à faire. Eh bien, on va tout donner pour faire ça. J'espère le voir alors. Eh bien, là, je sens qu'il a l'air motivé à nous faire un petit truc comme ça sur la réalité. Bref, mais ça j'aime beaucoup. Donc, dans l'aérodynamisme, on en parle souvent dans l'automobile, il faut que ce soit très tranchant pour que justement il y ait une meilleure évacuation de l'air. Et le plus long possible. Okay, donc là, on va pouvoir voir l'arrière qui s'allonge avec sur ce concept, ouais, voilà, sur le diffuseur et la partie des feux. Ah, même les feux, effectivement, ont bougé. D'ailleurs, on voit les différentes les pourcentages les mesures auxquelles il sort. Et ça va nous permettre d'allonger la goutte d'eau pour avoir une meilleure traînée. Ok, ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait imaginer sur des voitures de sport, enfin quoique il y a des réglementations qui sont quand même assez spécifiques. Non, c'est vraiment possible. Et là, on est en train de breveter ce système justement. D'accord. Donc ça pourrait réduire par exemple, sur des grandes lignes droites, avoir plus d'effet de sol ou en virage. Exactement, on peut gagner beaucoup de kilomètres et je sais que c'est un peu le nerf de la guerre sur des véhicules électriques. C'est vrai. C'est vrai que par exemple la 130 sur autoroute, le fait qu'on a un meilleur drag, au final ce serait beaucoup mieux. Voilà, la voie des véhicules se baisse un petit peu et puis on optimise tout ça. Ok. Moi je sais qu'à l'époque j'avais une Mercedes et à partir du moment où j'allais sur l'autoroute, elle se baissait automatiquement. D'accord. Pour justement réduire un peu la conso. Alors elle consommait de manière aberrante totalement, mais je gagnais peut-être un demi-litre. 100 mètres de bac à sable, 100 mètres de sac de sable dedans. Quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'on sait toujours que le fait de rabaisser un petit peu, ça joue. Il y avait une marque, je crois que c'était Lotus à l'époque, qui avait fait des sortes de rideaux qui venaient frotter sur le sol pour même garder la voiture le plus proche du sol et avoir même le meilleur effet de sol. D'accord. Parce que plus on est bas, plus justement il y a l'effet de succion au sol. Ouais, ça aspire. Et je crois que c'était ça, un Lotus, donc qui avait posé des rideaux qui descendaient, qui touchaient le goudron. Je sais qu'en Formule 1, il y avait des systèmes comme ça, avec une vente, un aérateur dessous pour aspirer. Et c'était vu tellement dangereux parce que ça allait tellement vite qu'ils ont dû annuler justement. Il y a une marque de voiture électrique qui a sorti ça, là. On la voit à Goodwood, toute petite, je ne sais pas si tu as vu. McMurphy, quelque chose comme ça. La voiture est incroyable. En fait, justement, tu as un ventilateur qui suce la voiture en dessous pour que ça puisse tourner encore plus vite. Mais bon, là, c'est encore différent parce que ne faudrait pas que ça colle trop au sol parce que justement, on va avancer le plus loin possible.
Mais et puis, hâte de voir, tous ces systèmes-là, c'est du poids. Et nous, chez Alpine, ce qu'on aime, c'est la légèreté. Donc cette voiture aussi, on garde un petit peu cet esprit de légèreté dans cette voiture? C'est très important. On sera, on espère, les meilleurs sur ce point-là. Donc vous pensez être les meilleurs au niveau poids sur une voiture électrique un petit peu sportive? Exactement. Ok, on verra ça, parce que personne ne veut me donner d'infos aujourd'hui. Je suis un petit peu déçu. Il va falloir être patient. Il y en a qui ne sont pas patients. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout patient et vous me connaissez, j'aime bien vous donner le maximum d'infos. Et donc le côté, attention, on va avoir une animation assez incroyable. Ouais. La voiture va s'ouvrir. Donc là, l'extérieur était vraiment proche de ce qu'on pourra retrouver l'année prochaine. En revanche, l'intérieur, on s'est complètement lâché. Et on s'est fait plaisir. On imaginait d'ailleurs en ouvrant les portes qu'on tombait dans un paysage de montagne. Ok. Ah ouais, avec le noir, le blanc côté neige qui est quand même assez impressionnant. Le noir pour l'high-tech, le carbone, la F1 et le blanc pour le confort, la neige, on tombe dedans. Ok. On est vraiment, on fait corps avec la machine. On peut même voir des sortes de cristaux même intégrés là. Alors ça c'est travaillé d'ailleurs avec une société française, Lavoisier, où ils utilisent des chutes de l'aéronautique de carbone pour recycler et pour faire des pièces, des œuvres d'art. Okay. Et à l'intérieur, les petits cristaux qu'on voit, c'est du silicium et c'est des pièces de panneaux photovoltaïques recyclés. D'accord. Voilà. Okay. Donc, dans une démarche toujours un peu éco-friendly, on arrive à créer ce genre d'objet-là. Et en plus, l'effet dynamique, la vitesse, on a l'impression que la route, elle défile sous nos pieds. Ok, bon, ça a l'air quand même vraiment stylé. Bon, il ne faut pas se prendre le genou là dans un coin, mais tout comme les côtés. Par contre, le style, on sent que vraiment c'est un concept car et qu'il y a toujours le côté plaisir du concept car. C'est ça. Et ça fait toujours plaisir de voir des belles voitures. Alors, on aimerait les voir sur la route comme ça, malheureusement, bon, c'est pas possible. Mais si vous voulez un jour m'inviter à l'essayer comme ça, juste pour un petit tour, ça serait avec plaisir. On peut s'arranger, ça peut être toujours sympa pour faire 2-3 photos souvenirs pour Instagram, quoi. Exactement. Donc l'intérieur, là, effectivement, il n'y a rien qui ressemble à ce qui sera sur la voiture de série. On aura un vrai pilier ici. On aura un vrai pilier parce que cette solution-là, elle est jolie, mais encore une fois, c'est du poids. Donc on a préféré conserver le montant B. Okay. Par contre, on a poussé nos idées jusqu'au bout et on s'est imaginé qu'est-ce que ce serait d'avoir une position de Formule 1 vraiment dans une voiture de cette dimension-là. Okay. Et ça donne ce que vous allez voir tout de suite. Une idée un peu folle, mais voilà, on a un siège complètement en lévitation qui fluctue avec la position, les pédales se sont montées, le volant s'est réduit, donc il est vraiment une taille de volant de Formule 1. Et puis on a toutes les fonctions qui serviront au pilote pour conduire. Par exemple, l'overboost, ça c'est quelque chose qu'on retrouvera sur la voiture de production. Et puis des réglages hydrauliques pour la suspension et autres. Ok, mais l'overboost, ça c'est déjà sur la version déjà 290. Sur la 290, exactement. Okay. Et c'est vrai que c'est la position Formule 1, ce serait incroyable de pouvoir avoir ça sur une voiture avec les pédales qui se relèvent et avoir une vraie sensation. Même sur une A110, ce serait déjà top de chez top. Mais pourquoi pas? Moi, je suis rêveur et je pense qu'on peut se permettre. Je rêve beaucoup trop, je pense, des fois. Enfin, et des fois, j'aimerais des trucs assez incroyables. Mais ça peut être très sympa parce qu'au final, c'est pas si difficile à faire. Un siège qui pivote avec un petit vérin à l'arrière et juste. Je pense que personne n'a vraiment exploré jusqu'à présent cette idée, donc pourquoi pas? Carrément. Ça peut être très très cool. Et les pédales, c'est pareil, on a juste à relever le pédalier. En vrai, maintenant en plus, on a souvent du freinage by wire, etc. Exactement. La technologie va peut-être nous amener à avoir ce genre de solutions-là naître dans le futur. Ok. Et un truc que j'aime bien, si on peut montrer là-bas, l'interface là au niveau du tableau de bord avec plusieurs écrans, en fait ça donne vraiment un effet 3D et ça je trouve ça assez fou. Donc c'est basé avec un écran qui est positionné de façon horizontale et par-dessus en fait on met juste des couches de verre, donc ça fonctionne comme un affichage tête haute, mais par contre ça donne un effet 3D assez incroyable. C'est comme ça aussi que ça fonctionne chez Peugeot, Virtual Cockpit 3D. En gros, c'est donc il y a un écran sur le fond, une vitre qui est inclinée comme ça avec un écran comme ça, donc ça fait 2 écrans. En fait, là, c'est comme les prompteurs à la télé. Quand vous voyez les gens qui vous regardent à la télé, qui vous parlent, en fait, devant la caméra, il y a juste un écran comme ça avec un iPad en dessous. En fait, ils lisent ce qu'il y a dessus. Exactement. Mais nous, on ne triche pas, nous, on le fait en direct. C'est ça. Non, mais c'est léger, c'est 3 lames. Encore une fois, on dirait la glace. Ça nous rappelle les plaques de givre.
Et puis, cette information-là, elle voyage en avant et en arrière. Donc, ça te donne encore plus d'effet de dynamisme. Ok, et là, petit truc comme ça, si un jour Alpine voulait le faire, je vous conseille de faire des trucs sensationnels où justement ça puisse bouger et amener cette sensation. Ouais, un peu comme dans Star Wars, l'effet de la vitesse de lumière. Exactement. Et là, il y a une voiture que j'ai essayé, alors je ne me souviens plus laquelle c'est, il y a 2 semaines, où justement quand on accélérait, l'affichage tête haute avec le chiffre grossissait selon la puissance. C'est exactement ce qui se passe. Quand on passe en mode F1, l'affichage est plus violent, plus marqué, plus typé sportif et le lettrage augmente aussi. Ok. Qu'est-ce qu'elle sait faire de beau Ah, je vois Devialet aussi pour la sono. Ça, c'est une marque française, Devialet. C'est apparu également sur A290. Exactement, c'est notre partenaire pour le sound system on board. Et on a voulu aussi le souligner avec les différents appareils. On a aussi le tweeter qui est une pièce dans la pue-tête. Encore une fois, la pue-tête traitée de manière très légère avec le plexi. Et le pattern à l'intérieur de la pue-tête, c'est inspiré des chambres anéchoïdes. Donc le son, on s'isole complètement et on arrive à mieux diffuser le son. Donc on a une expérience sonore à 360 degrés. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore qui pourrait nous faire plaisir sur cette voiture en petits détails? Parce que là, on a déjà fait un petit peu le tour. Il y a des petites. J'ai vu des petits il y en a qui se sont amusés, exactement. On peut voir, il descend là-bas le Mont Blanc. Ils se sont mis en pause là, pour la vidéo, mais normalement ils descendent. Hein. Parce que finalement, quand on zoome à l'intérieur, on a l'impression qu'on est perdu dans la montagne. Et ça, c'est cet effet de grandeur qu'on voulait aussi retranscrire en se sentant tout petit avec ces bonhommes. Ok. Et les ceintures blanches sont très jolies aussi. L'Alpenglow, en fait, la lumière qui est projetée, nous on l'appelle l'Alpenglow. L'Alpenglow, c'est donc ce nom du chocard qu'on a présenté à hydrogène. Qu'est-ce que c'est l'Alpenglow? C'est la lueur du soleil, avant même le lever du soleil, qui frappe le haut de la montagne. Il donne une couleur un peu magenta, un peu orangée. Et pour nous, c'est un synonyme d'espoir, de renaissance. Voilà. Donc on la retrouve ici aussi à l'intérieur. Ok, parfait. Bon bah nickel, voilà, là vous avez vu un petit peu tout ce qui était design. Des petites choses à dire encore? Je pense que tu pourrais continuer jusqu'à demain. On vous refera une vidéo de live en 24 heures. Exactement. Ouais. Après les 24 heures du Mans, on pourrait faire les 24 heures du concept. Moi, j'ai une idée un peu folle. J'aimerais bien passer 24 heures dedans. Je vais être la première personne à passer 24 heures dans un concept car. Ok. C'est juste une idée. Hein. Si jamais tu veux venir, il y a 4 places. En roulant, on se fait une petite balade quand même. Ah, ça serait bien, ouais. Ça pourrait être pas mal. Il y en a un qui nous recharge de l'extérieur et tout, et nous on se fait une petite balade. Exactement. Viens, on propose ça à Alpine. On peut casser la croûte en plus. C'est comme un refuge. Non, c'est pas mal. Hein. Et puis on pourra même se reposer un petit peu là. Non, on peut même se reposer là, position F1. Exactement. Ce serait plutôt cool. Bon, on va proposer à Alpine, au cas où on peut vous faire une petite vidéo sympa, juste pour le fun. Bon, Marc, merci en tout cas. Merci beaucoup. Et on va passer à Fabrice qui va nous parler du côté un petit peu plus technique de cette voiture parce qu'ils ont voulu faire 2-3 trucs assez sympas. On va voir qu'est-ce que c'est. Et donc sur cette belle cinématique de fermeture, voici Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Nicolas. Merci de participer à cette vidéo. Bien, merci à toi. Toujours un plaisir. Moi, si je peux intégrer des gens, ça me fait toujours plaisir. Donc toi, tu t'es occupé Product Performance Leader, donc plus ce qui est performance. Donc en fait, je suis en charge du programme, responsable de la performance produit, c'est en charge du programme à 390 et j'ai également à 290. D'accord, ok. Donc tu connais bien le nouveau modèle, la partie électrique. Absolument. Tu m'as dit auparavant aussi que tu bossais sur des voitures électriques déjà depuis une dizaine d'années. Oh oui, je suis un vieux de l'électrique, tout à fait. Donc tu connais. Je roule avec aussi. D'accord, ok. Donc si on a des petites questions techniques sur l'électrique, tu sauras nous y répondre. Pas forcément sur cette voiture, mais en plus en général. Absolument. Puisqu'on n'a pas le droit de dire grand-chose. J'ai essayé de soutirer plein de petites infos à Fabrice. Mais bon. La révélation d'un show-car, c'est gérer un petit peu de frustration et de l'attente. Voilà. Bon, alors sur ce show-car, mais tu as quand même quelques idées puisqu'on présente cette A390 Beta pour parler quand même de la version A390. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur les futures Alpines? Puisque donc, la nouvelle A290, donc c'est à base d'une R5 en gros, qui a été améliorée, rendue un petit peu plus sportive, un châssis est développé différemment et on l'essaye bientôt comme on disait, hâte de tester ça. Là par contre on part sur quelque chose encore plus nouveau puisque ça n'existe pas encore dans le groupe Renault, donc c'est pas partagé encore vraiment.
Alors en fait, effectivement, on est allé beaucoup plus loin sur cette voiture puisqu'on veut à la fois augmenter de manière très importante la partie performance, agilité, mais aussi la partie versatilité, usage au quotidien, polyvalence. Donc on part effectivement d'une plateforme Ampère Medium. Okay. C'est une base de plateforme du groupe qu'on a complètement remaniée, évidemment, pour répondre au cahier des charges de cette voiture. Donc tout ce qui est moteur, batterie, châssis est complètement nouveau. D'accord. Ampère Medium, c'est quoi pour rappeler aux gens comme plateforme? C'est une plateforme qui permet de faire des voitures segment C, segment D. C'est-à-dire voilà. En gros Scénic, Mégane. Depuis, dans le groupe, on a Mégane, Scénic, et puis on a aussi chez Nissan l'Aria par exemple. Ok, ouais, pour rappeler un petit peu en général. Ok. Donc ça, c'est en gros la base du châssis, le côté structure, mais par contre, il y a pas mal d'améliorations qui vont être apportées à celle-ci. Donc une spécificité, c'est que ça va être une 4 roues motrices, oui. Mais fait totalement différemment. Oui, oui, oui. En fait, pour expliquer pourquoi, parce que quand on met de la technologie, c'est pour un bénéfice client très clair. Donc nous, l'ADN de la marque Alpine, c'est la légèreté, l'agilité, l'efficacité finalement, qu'on a aujourd'hui sur une A110 et qu'on veut reproduire sur toutes nos futures Alpines, qu'elles soient petites, grosses, électriques ou pas. Et cette voiture ne déroge pas à la règle. Donc on veut un maximum de sportivité tout en gardant un minimum de contrôlabilité. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur la partie moteur, on a 4 roues motrices mais 3 moteurs en série. 2 à l'arrière, okay. 1 à l'avant. Ok. Donc à l'arrière, c'est 2 blocs séparés. Donc en gros sur l'axe arrière. Donc c'est un moteur à gauche, un moteur à droite. Exactement. Donc on n'a pas des moteurs dans les roues, mais c'est vraiment donc, au centre avec des cardans. Ces 2 machines, ce ne sont pas des moteurs roues, 2 machines pilotées complètement indépendantes avec leur électronique indépendante qui alimentent machine de gauche, la roue arrière gauche, machine de droite, la roue arrière droite. Progrès. Donc on pourra vraiment rouler en indépendant. Et l'avant, lui, a son moteur. Donc l'avant, on a un moteur pour l'essieu avant. Et tout le système permet de manager le couple entre l'arrière gauche et l'arrière droit et entre l'arrière et l'avant. Ok. Et sur l'avant, on a une sorte de différentiel ou c'est un différentiel ouvert ou est-ce qu'on peut avoir une sorte de autobloquant aussi à l'avant? On a un différentiel classique à l'avant. En fait, le cœur finalement de la propulsion de cette voiture, ça va être vraiment sur l'arrière. Donc la voiture est globalement typée propulsion. Donc le gros du couple et de la puissance va venir des 2 machines arrière pour avoir justement, en plus avec l'Active Torque Vectoring, cette facilité à pivoter dans les virages qui va faire oublier la masse. C'est vraiment voilà, la légèreté, c'est notre fil rouge sur la marque Alpine, quel que soit le segment, on doit ressentir cette légèreté. D'accord. Et donc l'Active Torque Vectoring, donc en gros c'est le couple actif, donc sur les 2 roues arrière, c'est par exemple je tourne à gauche, la roue arrière droite ira un petit peu plus vite pour justement donner cette impulsion et ce côté de sensation d'enrouler en virage un petit peu comme on fait Exactement. En fait, l'idée, c'est le principe, il est simple. Hein, c'est vous imaginez le petit robot Wall-E par exemple avec ses chenilles. Quand il veut tourner, il va mettre du couple sur la chenille de droite pour tourner vers la gauche. Ben là, c'est pareil. Donc, on est toujours sur du couple positif. On ne le fait pas par du freinage. Donc, vous voulez tourner à gauche, on va rajouter du couple sur la roue arrière droite. Et ça va faire pivoter, ça va générer un moment de lacet, comme on dit, hein, c'est-à-dire un couple sur un axe vertical qui va faire pivoter la voiture. Et dans les courbes, ça permet de vraiment d'avoir une vitesse de passage et une motricité très importante et de gommer complètement la sensation de masse. Ok, et donc on en parlait tout à l'heure un petit peu avant de faire la présentation. Donc cette voiture, niveau sensation, vous avez voulu qu'elle ressemble en gros à une Alpine A110. Oui, tout à fait. Donc la voiture est très différente d'une A110. On n'est pas sur le même segment, on n'est pas sur le même type de propulsion puisqu'on est en électrique. On n'a pas les mêmes répartitions des masses. On est plutôt bien sur cet aspect-là, répartition des masses, puisqu'on a notre batterie qui va descendre le centre de gravité, qui va aussi mettre une répartition avant-arrière assez proche de l'idéal. Mais oui, le cahier des charges de cette voiture, depuis l'amont, c'est délivrer des sensations du type de l'A110. C'est vraiment important, que ce soit en efficacité en virage ou en performance pure. Donc ça, c'est très important. Et grâce à cette technologie, on y arrive. Et aussi, au-delà de la sportivité, il y a le côté facilité, contrôlabilité qu'on trouve sur une A110, qu'on a voulu reproduire sur ce modèle-là. Ça, c'est très important.
Ok, et le côté joueur aussi, parce qu'une Alpine, c'est quand même assez joueur de l'arrière. Alors effectivement, et après avec les différents modes de conduite, on pourra plus ou moins libérer la voiture et même déconnecter les aides évidemment au maximum pour pouvoir jouer, et le torque vectoring va s'adapter et va générer le couple de manière instantanée là où il faut, au moment où il le faut et avec la valeur qu'il faut pour jouer si vous le voulez. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est avec les nouveaux moteurs, donc 4 roues. Niveau batterie, il y a aussi une évolution qui va se faire là-dessus. En fait, la batterie va être nouvelle et effectivement, une batterie pour une voiture de ce type-là, et par rapport aux clients auxquels elle s'adresse, donc des clients qui vont chercher des sensations sportives, mais aussi qui vont pouvoir rouler au quotidien, on va devoir adapter la chimie. Donc la batterie va se trouver ici sous le plancher, entre les 4 roues, donc c'est vraiment une plateforme dédiée électrique qui permet ça, et ça permet cette répartition des masses dont je parlais qui est assez idéale. Et donc on va mettre une chimie sur cette batterie qui est performante, qu'on va manager également en termes de réchauffage ou de refroidissement pour avoir toujours la température idéale, pour avoir le maximum de performance, parce qu'évidemment, ce qu'on va demander à cette Alpine, ce n'est pas la même chose que sur une voiture beaucoup plus grand public ou classique. On va vouloir de la performance. Donc, cette batterie, on va avoir un système de refroidissement complètement spécifique et une chimie haute performance qui va permettre cela. Très important aussi, on tient à avoir des performances qui sont durables. C'est-à-dire que là, on est en électrique. On sait que l'électrique, quand la batterie diminue, il peut y avoir une baisse de performance. C'est ce qu'on peut observer chez certains constructeurs. Nous, on ne veut pas ça. Clairement, chez Alpine, le client, il va pouvoir descendre en pourcentage de batterie et ne pas sentir la différence de performance avant le dernier moment. Ça, c'est très, très important. Et comment, justement, c'est possible, ça, de pouvoir garder la même performance sur tout les deux aspects, c'est la magie de la chimie qu'on met dedans. Donc, on a une chimie qui est performante. Donc, c'est pour ça qu'on a développé une batterie spécifique pour cette voiture-là. Et aussi la gestion thermique. Voilà, les deux secrets, c'est ça. C'est la chimie, la gestion thermique de la batterie. D'accord. Et je crois qu'il me semble avoir vu la température optimale, souvent, c'est aux alentours de 23 degrés, il me semble. Alors, ça dépend des chimies. Ça dépend des chimies. Certaines chimies, c'est plutôt à 30-35, d'autres, c'est à 20-25. Donc là, effectivement, on est plutôt sur les valeurs plus basses. Mais effectivement, le but d'une batterie, c'est un peu comme un être humain. Pour bien travailler, il ne faut pas qu'elle ait ni trop chaud, ni trop froid. Donc, on a un système automatique de régulation de la température pour qu'elle soit toujours dans les conditions optimales pour fonctionner et délivrer ses perfos, mais aussi quand on va la recharger pour avoir toujours sur la courbe de charge le maximum de puissance possible. Très important. Ok, et donc là on imagine aussi des puissances de charge plus rapides que ce qu'on a sur le ampère médium à la base, puisque c'est une Alpine qui se veut un peu plus sportive. On peut imaginer donc des puissances de charge avec des temps plus réduits aussi. Alors. Oui. Donc là, effectivement, on a une voiture qui a de la performance, mais qui est aussi vouée à avoir un bon rayon d'action, puisqu'on a 5 places, on a un grand coffre, donc on va pouvoir partir en voyage, partir en week-end. Et donc, il faut qu'on soit bon en termes d'autonomie et de puissance de recharge. Donc, effectivement, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir le maximum de kilomètres récupérés par unité de temps. Maintenant, on parle vraiment comme ça et plus sur le 15-80 en temps de minutes, puisque ça dépend de la taille de la batterie. Donc, on sera vraiment au bon niveau du marché, oui, c'est clair. Ok. Intéressant. On a hâte d'en découvrir un petit peu plus. D'autres informations croustillantes à nous partager? Je peux vous dire qu'on a quand même quelques partenariats importants qui ont été aussi clés dans la réalisation des performances de la voiture. Par exemple, on a co-développé la gamme de pneus avec Michelin, c'est notre partenaire historique. Ici, alors, sur le chocard, on a des pneus Michelin. Ce ne sera pas forcément exactement les mêmes sur la voiture de série. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on aura des pneus marqués, c'est-à-dire que les pneus seront vraiment dédiés à cette voiture. Et un client en après-vente, quand il va vouloir changer ses pneus, il va demander les pneus marqués. On va lui garantir qu'il aura exactement les mêmes prestations, donc en termes de grip, de consommation, de bruit, d'usure, que le pneu de première monte. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas le cas quand on change ses pneus et qu'on n'a pas de pneus marqués, même quand on prend le même modèle. Donc partenariat Michelin, vraiment très important pour délivrer vraiment les performances qu'on voulait sur la voiture. Ok.
Très bien, c'est pour les pneus, tout ça, le freinage. Donc je suppose qu'on a un freinage aussi régénératif plus puissant et plus important que les versions standards. Alors, oui, alors le freinage régénératif, on va être dans la mouvance de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le régler sur plusieurs niveaux. Ça, c'est très important. Donc on aura un bouton au volant qui va permettre de régler le régénératif sur 4 niveaux, depuis ce qu'on appelle le ceiling, un niveau filant, équivalent point mort, jusqu'à un niveau relativement fort. Là, je parle du régénératif au lever de pied. C'est-à-dire que vous levez le pied, vous avez un frein moteur, et ce frein moteur recharge la batterie. Après, quand on va freiner au pied, on a aussi, toujours au freinage au pied, le freinage d'abord électrique, au maximum de ce que peut recevoir la batterie, avant de serrer les plaquettes. Ça, c'est important, quel que soit le niveau de régénératif que vous avez réglé, vous, pour votre levée de pied. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir à la fois l'agrément adapté à la typologie de route, une montée, une descente, la ville, l'autoroute, mais aussi la meilleure autonomie possible par la récupération toujours optimale de la batterie. Très important aussi, la batterie régénère, ça fait du frein moteur. Quand la batterie est pleine, vous allez me dire, elle ne peut pas régénérer. C'est vrai, donc là on a un système qui permet de gommer cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il va, si la batterie est pleine par exemple et qu'on lève le pied, qu'on a mis le système sur la régène maxi, il va serrer les plaquettes pour que le client ait le même ressenti que s'il chargeait la batterie. Et le client, c'est complètement transparent pour lui, et ça c'est très important, qu'on ait toujours une sensation, une alpine, hein, c'est comme je dis toujours, action-réaction, je donne un ordre, j'ai un retour. C'est cohérent, c'est toujours le même, c'est très simple. C'est vrai que ça c'est important d'avoir ce même feeling parce que souvent oui. on le voit, on recharge une voiture, par exemple si on habite en haut de la montagne, exactement. Alpine, je suis en haut, j'ai rechargé à la maison toute la nuit, je suis à 100%, je descends, mais au final, en fait je suis en roue libre tout le temps et donc je tape dans les plaquettes comme une voiture standard, là, ce sera pas sans le cas. avoir de frein moteur. Au final, alors là on va l'avoir sur les plaquettes, mais c'est vrai que si on a ce ressenti à la plaquette, à la pédale, je trouve que ça c'est important. Il faut y penser d'ailleurs quand vous achetez une voiture électrique, si vous habitez en haut de la montagne, ne chargez pas à 100% tous les soirs. Mettez 90% ou 80% comme c'est préconisé par beaucoup de constructeurs. En bas, vous serez à 100. En tant qu'expert électrique, est-ce que charger à 100% c'est une mauvaise chose ou pas? Non, alors en fait, dans un usage quotidien, on ne veut pas non plus contraindre le client à lui dire charge à 80% ou... Donc ce qu'on dit, c'est que sur des longs trajets, quand il y a des étapes et qu'on est en charge, là pour le coup, très rapide, effectivement, il vaut mieux s'arrêter à 80%. Ce n'est pas tellement un problème de durabilité de batterie, c'est surtout que pour aller chercher les 20 derniers pourcents, c'est aussi long que pour chercher les 60% avant 80. Donc il vaut mieux partir à 80 et faire son étape suivante, et c'est comme ça qu'on arrivera le plus tôt possible à sa destination. Ensuite, au quotidien, franchement, on peut régler dans la voiture, on pourra régler le maximum ou arrêter la charge de sa batterie. Moi, je dis le client qu'il fasse ce qu'il veut. C'est plus, à la limite, si la voiture est stockée pendant longtemps, pendant plusieurs mois, il vaut mieux qu'elle soit stockée à 70-80% qu'à 100% et pas forcément la laisser brancher. Mais franchement, on a des chimies qui vieillissent très très bien. On a tout un système de gestion de la capacité qui est offerte au client qui permet qu'on ne voit pas vraiment le vieillissement avant plusieurs années et que le client n'ait pas trop de contraintes par rapport à ça. C'est important. Parce qu'on savait au début que les cellules lithium, ça marquait, enfin, ce qu'ils disaient, ça marque l'effet mémoire. Ouais, l'effet oui, alors ça, c'était un peu une autre époque. Ça, c'est fini maintenant? Oui, c'est une autre époque. Et puis pour la partie vieillissement, en fait, vous avez, quand on dit vous avez X kWh de batterie, en fait, la batterie, elle embarque plus. Donc le 0 affiché à la jauge, ce n'est pas exactement 0, il y a quand même un peu de chimie. Et le 100 affiché à la jauge, ce n'est pas exactement le 100, il en reste un peu. C'est pour ça que quand votre batterie finalement vieillit, vous n'allez pas le voir tout de suite. D'accord, donc on joue un petit peu avec ces petites marges qu'on laisse. Et encore une fois, la gestion thermique aussi, c'est le secret vraiment de la durée de vie de la batterie. Parce qu'on sait que souvent quand on arrive à 0, au final, il reste souvent entre 5 et 10%, ça dépend en fait les marques. Mais on sait que par contre, il ne faut pas descendre trop bas sur une batterie parce que sinon là, les cellules n'aiment pas du tout. Si on baisse vraiment le voltage, moi j'ai une trottinette, ça me l'a fait par exemple. Oui, mais je ne pense pas que votre trottinette est une gestion aussi sophistiquée de la chimie de la batterie. Donc là, non, le client, on l'a rarement vu, hein, parce qu'effectivement, les clients prennent un petit peu de marge, mais peuvent très bien aller à la panne. Hein. C'est vrai, quand la jauge vous affichez 0, vous avez une petite marge, évidemment. L'idée, c'est qu'en termes d'interface aux machines, vous ne soyez jamais surpris. Voilà. Donc même quand vous affichez 0, vous pouvez encore faire quelques kilomètres. Vous pouvez aller à la panne, vous n'allez pas abîmer votre batterie. Hein. Parce que comme je disais, il en reste toujours un petit peu.
d'un point de vue chimique. Parce que moi, la dernière fois sur la vidéo que j'ai essayé la semaine dernière, la R5, j'ai fini à 1% cet essai. Je savais que j'étais encore un petit peu large, mais voilà, j'étais un petit peu joueur. Je me suis dit, on va tester et ça nous offrait voilà, une plage. Il faudra regarder la vidéo si vous voulez connaître l'autonomie. Je ne vous le dirai pas ici parce que monsieur ne veut pas me dire tout et moi aussi je ne veux pas tout vous dire. Voilà, il n'a pas le droit de tout vous dire. Mais quand vous connaissez votre voiture, vous pouvez descendre effectivement. Moi je suis déjà arrivé à 0% alors, en sachant que je pouvais charger à ma destination. Mais, et vous étendez votre rayon d'action finalement. Vous gagnez en autonomie en jouant avec votre batterie. Quand vous la connaissez, ça se fait très très bien. Et on a un système embarqué aussi, un Electric Route Planner, le système avec Google, qui permet de préparer ses trajets et qui vous guide finalement en direct, puisqu'il a les informations de la batterie, sa température, sa conso, pour vous dire où il faut vous arrêter, etc. C'est très rassurant. Ok, est-ce que les années qui arrivent, on va avoir vraiment une vraie évolution aussi au niveau des batteries, des performances, des temps de charge ou de l'autonomie? C'est clair, de la même manière qu'on l'a vu sur les, on va dire sur les 10 dernières années, hein, où on a plus que doublé les autonomies pour des mêmes volumes ou des mêmes masses de chimie, ça va continuer. Il va y avoir des nouvelles technologies avec des batteries, des chimies différentes, avec moins de métaux rares. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie aussi des réponses qu'on donne par rapport à parfois le Livy bashing sur les inconvénients de la batterie. Il faut se projeter derrière. Les batteries vont fortement évoluer sur les matières, sur la densité énergétique. Donc oui, c'est clair. Mais déjà là, on arrive finalement à des niveaux qui nous permettent d'avoir des voitures vraiment utilisables au quotidien, performantes. Et on peut faire de belles alpines avec les batteries d'aujourd'hui. Ok, bon, merci pour toutes ces informations sur cette voiture. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. D'autres infos? Oui, non, écoutez. Oui, non, oui. Cher Nicolas, pour moi, c'est pas le droit de tout me dire alors qu'il sait tout en vrai. Petite info comme ça, cette voiture, à partir de quand on pourra avoir la version finale? À peu près, c'est mi-2025? Dans le courant de l'année prochaine, on révélera la voiture. Ok, donc comme ça pour se faire une idée, et peut-être fin d'année prochaine. Voilà. Ça, c'est le plus important, parce que nous, on aime essayer les voitures. C'est joli comme ça, c'est très joli. Ah, mais effectivement, mais nous-mêmes, nous avons hâte de vous la faire essayer. Et nous sommes très jaloux parce que vous pouvez déjà les essayer. Il faut nous inviter aussi de temps en temps. Ça serait pas mal. Un peu plus tard. Oh non, pour l'instant, c'est encore les prototypes. On se voit la semaine prochaine. 15 jours, on va dire 15 jours. Bon, merci beaucoup Fabrice en tout cas. Merci Nicolas. Et puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses sur l'avenir également de l'Alpine A390. Et puis elle sera disponible au Salon de l'Auto, cette voiture, avec la A290 également. Et hâte de pouvoir découvrir cette version dans sa version finale un petit peu plus tard. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu de ce style de voiture. Moi j'aime bien les concept cars. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, il y a Renault aussi qui nous en a sorti une comme ça qui sera présente pas très loin au salon. Il y a plein de concepts comme ça se fait un petit peu de moins en moins, mais je suis toujours assez fan. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci beaucoup!